Régulièrement, ouais, j'ai encore eu une étudiante au téléphone à midi qui, à l'issue de son stage, ben, la structure qui l'a accueillie lui a dit, si tu as ton BTS, on t'embauche à l'issue de ta formation. Donc voilà, il Super. peut y avoir des opportunités aussi comme ça qui se dégagent un peu par hasard et sans qu'on ait à faire de À recherche rechercher, après oui. à l'issue de sa formation. Bienvenue à tous les participants pour cette table ronde spéciale BTS ESF et SP3S. Donc c'est vrai qu'avec Madame Chadaya, nous avons tenu à vous présenter ces deux BTS un petit peu conjointement, dans la mesure où on a souvent des étudiants qui ont des hésitations par rapport à leur projet. Est-ce que le BTS ESF est plus approprié que le BTS SP3S? Donc on a trouvé que ce serait peut-être une bonne idée de vous les présenter un petit peu dans leurs différences et dans leurs ressemblances, puisque les deux sont en lien avec le secteur du social. Donc, dans tous les cas, le but de cette conférence est de vous présenter donc de manière claire, concrète et détaillée ces deux diplômes, voilà, qui suscitent souvent des hésitations, comme je vous le disais, mais qui s'inscrivent voilà, dans des parcours quand même qui peuvent être très proches. Donc, cette table ronde se déroulera sous forme d'interview, parce que je suis accompagnée aujourd'hui de Magali Chadaya, qui est donc une enseignante qui est spécialisée dans le domaine, qui travaille avec nous depuis de nombreuses années, donc depuis 2008 exactement, qui prend en charge actuellement des étudiants en enseignement à distance, mais qui pendant de nombreuses années était en compagnie des étudiants également en présentiel, et où le niveau d'expertise est toujours très apprécié par les étudiants, tant pour la formation à laquelle dispense que l'accompagnement également de qualité. Et voilà, parce que je partage souvent des tables rondes avec Magali, et voilà l'accompagnement voilà qu'elle prodigue voilà auprès des étudiants concernant sur les dossiers que vous présentez à l'oral. Alors aujourd'hui, le but, ça va être de balayer un petit peu tout ce qui concerne ces BTS. Alors, nous aborderons le contenu de formation, bien évidemment. Nous parlerons également des débouchés. Nous parlerons bien sûr des poursuites d'études et surtout des missions que vous avez à honorer lorsque vous êtes sur l'une ou l'autre de ces formations. Hélène également nous accompagne aujourd'hui, donc ma collaboratrice. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser par le chat, puisque au fur et à mesure des thématiques que nous aborderons, eh bien Hélène sera présente voilà, pour nous rappeler un petit peu à l'ordre si nous oublions des points particuliers voilà, que vous souhaiteriez voir aborder. Donc tout d'abord, bonjour Magali, un grand merci encore d'être Bonjour, présente à mes côtés aujourd'hui. avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, si tu veux bien, on va pouvoir peut-être commencer par le cœur de la formation, Magali, pour aider les candidats à se projeter. Je te propose que l'on puisse peut-être détailler matière par matière, Ouais. avec peut-être des exemples concrets, ce que l'on fait en cours, voilà, ce qui est préparé voilà, comme mission, enfin, ce qui peut être envisagé ensuite comme mission professionnelle grâce à ce BTS ESF ou SP3S. Pas de souci. Alors, on va commencer par le BTS ESF. À chaque fois, je vous Oui, rappellerai de quel BTS je parle hein, pour que ça soit bien clair. Il va y parfait. avoir quand même pas mal de différences entre ces deux BTS, même si ce sont des publics, des mêmes types de publics qui sont accompagnés. L'accompagnement va être différent. Donc, Oui. c'est important d'arriver à faire la distinction entre les deux formations. Donc, concernant le BTS ESF, depuis la réforme là, du BTS, on parle maintenant de blocs de compétences. On ne parle plus forcément de Mhm. matières. Et ces blocs, en fait, ils regroupent plusieurs matières ensemble qui ont des liens généralement et matières qui vont être abordées ensemble au moment des examens aussi. Donc, en BTS ESF, par exemple, puisque l'objectif est de former des professionnels capables d'analyser des situations de la vie quotidienne, hein, puisque la Mhm. formation porte sur les grands domaines du quotidien, santé, alimentation, hygiène, habitat, logement, environnement, économie, consommation, donc tous ces domaines qui interviennent dans le quotidien des Français. L'objectif va être de devenir un expert dans ces domaines-là de façon à pouvoir accompagner les usagers et à pouvoir mener auprès d'eux des actions individuelles directement au sein de leur foyer ou des actions collectives au sein des structures, des établissements dans lesquels le diplômé va travailler.
Donc, le premier bloc de compétences qui est abordé, c'est l'expertise et conseils technologiques en vie quotidienne. Donc, c'est une matière vraiment centrale, c'est un bloc de compétences central puisqu'il reprend ces fameux grands domaines de la vie quotidienne. Et l'objectif, c'est d'apprendre à l'étudiant à analyser une situation concrète. Donc, il va y avoir une mise en situation professionnelle avec un public spécifique, donc une famille, ça peut être un foyer qui a des problèmes au niveau énergétique au sein de son logement, ils ont des dépenses énergétiques trop importantes, ou alors une personne qui est en réinsertion professionnelle, par exemple, et qui peine à trouver les bons accompagnements pour pouvoir trouver un nouveau travail, se réinsérer professionnel, socialement. Donc, les situations peuvent être vraiment variées. Et l'objectif va être, à partir de cette mise en situation, de repérer les difficultés de la personne ou du foyer qu'on accompagne. Et une fois ces difficultés repérées, de proposer des solutions réalistes et adaptées. L'objectif, c'est de pouvoir proposer un accompagnement concret, cohérent, et surtout de proposer quelque chose qui permette à l'individu, après, d'être autonome dans son quotidien. L'objectif, c'est pas de le tenir par la main tout le reste de sa vie, c'est vraiment ponctuellement de l'accompagner pour lui permettre après de retrouver une autonomie. Donc, ça suppose de connaître un peu les différents types de publics et les politiques sociales aussi. Oui. Exactement. Après, de toute façon, dans le BTS, tout est combiné, tous les modules, tous les blocs de compétences interagissent les uns avec les autres. Et effectivement, pour pouvoir proposer un accompagnement cohérent à un individu en fonction de difficultés qu'il rencontre, l'objectif va être, et c'est ce qu'on apprend dans la formation, c'est de connaître les spécificités de ce public-là. Donc, par exemple, les personnes âgées, les enfants en situation de handicap, les personnes en situation d'exclusion sociale ou d'exclusion professionnelle. Il va y avoir dans les cours des spécificités comme ça qui vont être enseignées sur chacun des publics. Et bien sûr, pour pouvoir les accompagner, l'objectif va être aussi de connaître les structures qui peuvent les prendre en charge. Donc effectivement, il y a une connaissance vraiment étendue du secteur sanitaire et social à travers ce BTS-là. D'accord. Donc ça, c'était le premier bloc. Le second, lui, s'appelle « Organisation technique de la vie quotidienne dans un service ou un établissement ». Donc, c'est le même principe que le bloc 1. La seule différence, c'est qu'au lieu d'accompagner un individu chez lui, à son domicile, dans son quotidien, là, on travaille en structure, en établissement, et on fait de l'accompagnement de résidents. On fait de l'accompagnement aussi de personnes hospitalisées. Donc là, on est vraiment au sein d'un établissement sanitaire et ou social. Et donc, les missions vont être un petit peu différentes puisque on va apprendre à organiser des activités, des animations collectives au sein de ces établissements-là, à gérer les ressources aussi, les stocks de ces établissements-là, à planifier des actions, à organiser matériellement l'ensemble du service. Donc là, on va avoir des connaissances un peu plus orientées vers les structures, les établissements sanitaires et sociaux. On n'est plus dans l'accompagnement individuel, on passe là vraiment au côté collectif de l'accompagnement. Et ce sont vraiment les deux facettes de ce BTS. Le diplômé du BTS ESF, il est capable autant d'accompagner collectivement les usagers qu'individuellement. Et ça, c'est quelque chose d'assez riche parce que ça va lui permettre d'intervenir dans beaucoup de structures différentes. Tout à fait. Et c'est vrai que selon le caractère et le profil que l'on présente, certains préféreront travailler dans un domaine collectif, en partenariat avec d'autres collègues professionnels ou d'autres préfèrent aller vers le domicile aussi. Bien sûr. Il peut y en avoir un petit peu pour tous les profils. Oui, donc là, ces deux blocs, ils vont permettre vraiment de voir les différents aspects de cette formation. D'un côté l'individuel, de l'autre le collectif. Et à ça, vont s'ajouter d'autres blocs qui vont venir affiner l'expertise en fait de l'étudiant. Donc le troisième, c'est animation, formation dans les domaines de la vie quotidienne, puisque si on se retrouve soit, on va dire, dans le domaine individuel, à regrouper des usagers pour mener un atelier collectif ou dans un établissement à mener un atelier collectif auprès de résidents de cet établissement, on va devoir connaître des techniques d'animation, de formation pour pouvoir mener nos ateliers le mieux possible. Donc, ce troisième bloc de compétences, il vient là pour apporter, on va dire, des connaissances communicationnelles, des connaissances en animation, des connaissances en formation. Et c'est un bloc très, très important dans la formation
puisque dans le cadre de ces 2 ans de formation, l'étudiant va avoir un projet à mener. Oui. Et c'est sur ce bloc-là, sur l'enseignement de ce bloc-là que repose ce projet. Donc, il va avoir ce projet à présenter au BTS. Donc, c'est un aspect important qui met en œuvre la méthodologie de projet, la démarche qualité, la méthodologie d'investigation. Donc, c'est tout ce qui est création de questionnaires, de grilles d'entretien, savoir observer aussi les usagers, les résidents dans leur quotidien. Donc, ce sont vraiment des compétences d'investigation en fait qu'on met en œuvre dans ce bloc de compétences-là. Voilà, ce sont tous les outils dont vont se servir après les étudiants pour servir une collectivité ou un individu. Exactement. On a ensuite, et en complément de l'animation formation, la communication professionnelle et animation d'équipe, puisque intervenir auprès d'usagers, intervenir auprès de résidents, même si on est un professionnel, un expert dans son domaine, il y a une façon de s'exprimer auprès de ces usagers. On ne parlera pas de la même manière à un enfant en situation de handicap qu'à un enfant en pleine santé. On ne parlera pas de la même manière à une personne âgée dépendante qu'à une personne âgée autonome. Donc tout ça, ce sont des petites astuces, si on peut dire, qu'on apprend aussi pendant la formation en fonction des spécificités des publics. Comment effectivement communiquer avec ces différents publics. Comment communiquer aussi avec les partenaires avec lesquels on travaille, les autres entreprises, les autres travailleurs sociaux, les autres, on va dire, professionnels du secteur sanitaire, social ou d'autres secteurs aussi. Donc tout ce qui est communication et animation d'équipe, ça va avoir aussi une place importante dans la formation. Et d'ailleurs, c'était pas très présent sur l'ancien référentiel et les professionnels se sont rendus compte que ça manquait dans l'apprentissage des étudiants. Donc, ils ont rajouté effectivement une part plus importante pour ces 2 aspects-là et une épreuve à l'examen qui n'existait pas avant non plus. Et j'aurais dit en plus que toutes ces techniques de communication professionnelle et d'animation viennent enrichir le travail des équipes en plus. Exactement. Voilà, on voit beaucoup de réunions, de débriefing par rapport à un usager ou un autre. Et c'est vrai que quand on maîtrise bien cette communication, c'est important. Entretien d'admission, voilà. Donc, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on va être amené à échanger avec les publics. Et c'est important d'avoir les bonnes connaissances et de pouvoir vraiment adapter son discours aux différents types de publics. Être capable aussi de communiquer par mail, à l'écrit, donc dans toutes les situations de communication qu'on peut rencontrer, puisque la façon dont on s'exprime donne aussi l'image du professionnel qu'on est finalement. Donc, ça fait partie du cœur du métier. Oui, il est question là d'acquérir une posture professionnelle auprès des personnes et des équipes. Enfin, il y a encore un bloc de compétences un dernier. Ce BTS ESF, Donc, participation à la dynamique institutionnelle et partenariale. Donc là, c'est vraiment quelque chose de plus théorique, mais c'est apprendre le fonctionnement et comprendre surtout le fonctionnement des institutions, des politiques sociales que le travailleur social applique au quotidien, les réseaux de partenaires aussi, vers quelle structure il peut s'orienter dans son accompagnement, avec quel autre professionnel il peut travailler pour accompagner un usager dans sa réinsertion ou pour l'accompagner dans l'aménagement de son logement. Donc là, ce bloc-là, il va servir à inscrire en fait l'action du professionnel dans un cadre institutionnel, voir vraiment quels établissements interviennent, quels professionnels interviennent également et comment tout le monde travaille ensemble pour mener le meilleur accompagnement possible finalement pour les personnes prises en charge. D'accord. Donc là, on a fait globalement le tour pour le BTS ESF. On va voir maintenant ce qu'il en est du BTS SP3S. Le BTS SP3S, lui, c'est un BTS qui va vous former davantage à des postes administratifs. Donc on est dans l'accompagnement aussi, mais on n'est pas dans l'accompagnement au quotidien. On est plus dans l'accompagnement, dans la prise en charge de la gestion administrative des usagers. Donc les dossiers de prestations qu'ils vont monter pour avoir droit à des prestations vis-à-vis de la CAF par exemple ou de la MDPH. Donc là, le professionnel SP3S, lui, intervient dans ce cadre-là beaucoup plus administratif. Donc il fait de l'accompagnement, mais plus accompagnement administratif, coordination de services, donc dans les différents secteurs sanitaires et sociaux. Et là, on va avoir aussi 4 blocs de compétences qui interviennent.
Donc, le premier, c'est accompagnement et coordination du parcours de la personne. Donc là, c'est vraiment le bloc au cœur du métier du technicien SP3S, puisque dans ce bloc, à travers ce bloc-là, l'étudiant va apprendre à accueillir, informer, orienter les usagers, à analyser leurs demandes aussi, à suivre leurs dossiers, à coordonner les différents acteurs qui vont intervenir sur son dossier. Donc, ça peut être, on travaille dans un centre communal d'action sociale, par exemple, on accueille un usager qui est en difficulté et le travail qu'on va faire autour de lui va permettre de lui proposer, de l'aider, on va dire, à monter ses différents dossiers pour demander des prestations ou demander des accompagnements à certaines structures sanitaires et sociales. Donc là, c'est pas le technicien SP3S qui l'accompagne en lui-même, mais lui, il est dans cet accompagnement vers le transfert vers les structures qui vont le prendre en charge. Donc, c'est plus une orientation vers les partenaires professionnels. Mais il y a dans tous les cas une analyse et une compréhension des situations des usagers. Donc, même si c'est un travail administratif, on est quand même régulièrement, voire quotidiennement, au contact des usagers qu'on accompagne. Ensuite, le deuxième bloc, c'est projet et démarche qualité. Donc là, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'ai présenté sur le SF tout à l'heure. C'est les étudiants, ils vont apprendre à participer à des projets de service, à analyser le fonctionnement d'une structure, à contribuer à l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. Par exemple, ça peut être la volonté de mettre à jour certaines procédures dans l'accueil des usagers. On se rend compte, vous savez, quand vous allez dans les structures sanitaires et sociales, on a beaucoup les petits questionnaires de satisfaction à la fin. Et forcément, quand les retours des questionnaires sont pas très bons, notamment au niveau de l'accueil, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Et c'est là où le technicien SP3S intervient, c'est que il va étudier la situation de départ, essayer de comprendre le pourquoi de ces retours des questionnaires de satisfaction et voir de quelle manière l'accueil peut être amélioré. Là, on parle d'accueil, mais ça peut être d'autres éléments, et voir de quelle manière l'accueil peut être amélioré. Et comme pour le BTS-ESF, il va y avoir un projet à mettre en œuvre dans le cadre de la formation. Et ce projet, qui est une amélioration du service rendu aux usagers, va porter sur ce bloc de compétences là, de projet et démarche qualité, mais aussi en combinaison avec les autres blocs de compétences, bien sûr. Tout à l'heure, on l'évoquera, mais c'est vrai que c'est à mettre en lien, bien sûr, avec les périodes de stage obligatoires ou le terrain d'alternance pour ceux qui sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Le troisième bloc, c'est gestion de la structure et du service. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un BTS qui est assez administratif. Donc, ce bloc de compétences-là, il va permettre de développer des compétences organisationnelles et administratives, justement. Gestion de dossiers, suivi d'indicateurs, organisation du travail, utilisation aussi de logiciels professionnels, comptabilité. Donc, ce sont tous les aspects, on va dire, plus techniques du quotidien du technicien SP3S. Et chaque structure a son outil numérique, j'imagine qu'on est formé quand même à chaque outil au moment d'une prise de poste, par exemple. Oui, généralement, effectivement, la première semaine, ou même les étudiants quand ils sont en stage, sur les premiers jours, il y a effectivement cette immersion sur les outils numériques utilisés, puisqu'aujourd'hui, on travaille beaucoup via le numérique. Ça facilite beaucoup le traitement des dossiers, leur mise à jour, mais effectivement, ça demande quelques heures, voire quelques matinées d'entraînement, de découverte, effectivement. Mais après, chaque structure, effectivement, utilise ses propres logiciels et parfois utilise ses propres programmes sur des mêmes logiciels. Donc, ça s'improvise pas, on va dire, cet aspect-là. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas travailler sur tous les logiciels qui sont utilisés par les différents types de structures, d'associations ou autres. Et le dernier bloc de compétences, donc, c'est connaissance des politiques sociales et des territoires. Et là, ça ressemble beaucoup aussi au dernier bloc de compétences du BTS-ESF, puisque là, on est sur l'objectif d'acquérir une vision globale du secteur sanitaire et social à travers les acteurs qui interviennent, donc les acteurs institutionnels, les structures, les établissements, les dispositifs aussi qui sont mis en place. Alors, par exemple, les dispositifs à destination des personnes âgées, les dispositifs à destination des personnes
étrangères sur le sol français. Donc tous les types de publics qu'on peut rencontrer dans l'accompagnement. Il y a aussi une découverte des politiques publiques dans ce bloc de compétences-là et bien sûr des enjeux territoriaux de toutes ces structures qui existent sur le territoire, de quelle façon elles collaborent, de quelle façon elles coordonnent leurs actions, de quelle façon elles accompagnent finalement les individus dans la gestion de leurs demandes de prestations et dans leur demande d'accompagnement social au sens plus large. Très bien. Et c'était très clair. Voilà, Magali, on voit effectivement qu'un BTS ESF ou SP3S peut travailler auprès des mêmes publics, dans les mêmes types de structures finalement, et que chacun aura bien sûr son action qui lui est propre. Exactement. Soit directement auprès du public pour accompagner un petit peu plus proche du terrain, ou alors sur les aspects organisationnels et administratifs, je crois, finalement. Alors, Hélène, est-ce que nous avons des questions par rapport à ce contenu de formation? Alors oui, mais vous y avez parfaitement répondu. Eh bien, bravo Magali. On va pouvoir continuer. Alors, on a évoqué les stages, c'était à travers ces blocs de compétences. Alors, on ne détaillera pas aujourd'hui les épreuves à l'examen, mais vous pouvez les retrouver sur nos sites ou sur le site de d'autres établissements. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. On peut peut-être juste dire un petit peu, Magali, en termes de coefficients, si je ne me trompe pas, tous les coefficients se valent à peu près, ce qui est un atout aussi, parce que ça permet de ne pas avoir une grosse épreuve avec un coefficient 15 ou 16 qui pourrait remettre en question tout l'examen. Donc, une matière peut quasiment compenser l'autre si on a une petite faiblesse sur un des blocs de compétences que tu viens de citer. Oui, on est globalement sur des coefficients 4-5 sur chacune des épreuves. Il n'y a qu'à SP3S où on a une épreuve coefficient 8, mais les autres épreuves sont coefficient 4-5. Donc bon, effectivement, ça se contrebalance. Et l'épreuve coefficient 8, c'est vraiment une épreuve pratique, donc généralement bien réussie par les étudiants. Donc. D'accord. Très bien. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de vous parler du métier. Donc après, il y a beaucoup. N'hésitez pas après à nous contacter si vous aviez besoin d'en savoir un petit peu plus sur ces points précis. Alors, concernant les stages, ils sont même obligatoires pour les BTS, hormis pour les étudiants qui sont en alternance. Et c'est vrai que ça va permettre de développer des compétences professionnelles réelles, de mettre en pratique les enseignements et les notions qui auront été acquises au moment de la formation un petit peu plus théorique, ou même sur des choses aussi, des situations concrètes que tous les formateurs tels que toi Magali sur lesquels vous faites travailler les étudiants. Mais le stage, c'est quand même un moment particulier. Oui. Donc, que ce soit en ESF ou en SP3S, il y a 13 semaines de stage à réaliser sur l'ensemble des 2 années. D'accord. On peut les découper comme on veut. Oui. Pardon. Alors, excuse-moi. On peut plus ou moins. C'est 6 ou 7 semaines en première année et 6 ou 7 semaines en deuxième année. Généralement, je conseille aux étudiants de faire 6 semaines en première année et 7 semaines en deuxième année, parce qu'en deuxième année, il y a le fameux projet à mettre en œuvre pendant le stage. Et donc, une semaine de plus pour travailler sur un projet, c'était pas négligeable. Donc, pour la première année, 6 semaines pour découvrir une structure. Alors, on peut déjà en première année travailler sur un projet, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est pour ça que il vaut mieux consacrer le maximum du temps sur la deuxième année. Du fait, l'apprenant est obligé d'être dans la même structure pendant les 2 ans? Pas du tout. Justement, c'est déconseillé. Ça peut être parfois difficile à organiser. Oui. Et là, donc, l'objectif, c'est justement de ne pas être dans la même structure. Les référentiels sont très clairs là-dessus. Ils attendent que sur les certificats de stage, il y ait 2 tampons différents. Donc, 2 structures différentes, ou alors, si c'est une même structure, 2 services différents qui ont chacun leur tampon. De façon à ce qu'on soit sûr que l'étudiant ait vu 2 facettes du métier, si on peut dire. Donc, l'idéal, ça serait, par exemple, pour le BTS ESF, de faire son stage de première année dans une structure où on fait de l'accompagnement individuel, de façon à voir le fameux bloc 1 et voir un petit peu comment on accompagne au quotidien les individus. Et en deuxième année, de voir plutôt de l'accompagnement collectif, puisqu'en plus, c'est sur cet aspect que le projet à travailler porte, vraiment sur l'accompagnement collectif. Et comme ça, ça permet de voir les 2 facettes du métier et de se rendre compte aussi, est-ce que je suis plus fait pour de l'accompagnement individuel, pour de l'accompagnement collectif, ou alors est-ce que les 2 me conviennent parfaitement et j'ai envie, si je peux, de mixer ces 2 compétences-là. Il y a des étudiants qui vont être très à l'aise en individuel et en collectif qui vont avoir beaucoup de mal à gérer justement les groupes d'usagers, à mener une animation où il y a 7 ou 8 personnes, alors qu'en individuel, ça va être beaucoup plus simple pour eux. Donc les stages,
Ils vont permettre ça aussi, de mieux se connaître et de savoir auprès de quel public et auprès de quel, on va dire, groupe de public on est le plus à l'aise aussi. Est-ce que tu pourrais nous citer peut-être un petit peu plus parce que je pense que la liste est longue, hein, avec Oui. les BTS ESF, les structures qui peuvent accueillir les Oui, apprenants. il y a Oui, Il y a par exemple, les centres sociaux culturels aussi, oui. tout ce qui est associatif, donc les associations de prévention, d'aide aux familles, les associations d'insertion, les associations aussi qui s'adressent à des publics spécifiques, tout ce qui est collectivité territoriale, donc les services sociaux, les centres communaux d'action sociale, le conseil départemental aussi. Il y a aussi un aspect qui est un peu moins connu des étudiants, mis à part de ceux qui veulent vraiment s'orienter dans ce domaine, ce sont les bailleurs sociaux, les organismes de logement qui Le HLM, ce qu'on appelle Exactement. Classiquement le HLM. D'accord. C'est ça. Donc, et là, il y a effectivement des postes de technicien ESF ou de DE-CESF, après si on poursuit par la 3e année. Mais voilà, il y a des postes dans ces structures-là. Tout ce qui est établissement d'hébergement aussi. Donc, les foyers sociaux, les résidences sociales, les EHPAD, les foyers aussi pour les personnes âgées autonomes. Donc, voilà, tout ce qui va. Les maisons d'enfants à caractère sociaux, les foyers pour les jeunes enfants aussi. Donc voilà, tous ces établissements qui font de l'accueil collectif. Et après, on peut avoir aussi tout le domaine de la protection du consommateur, de la prévention santé. Donc, c'est moins connu, effectivement. Oui, c'est moins connu, mais ça permet de balayer tous ces domaines de la vie quotidienne. Dites-vous de toute façon que quand vous avez la liste des domaines de la vie quotidienne abordés par le BTS, les structures qui prennent en charge ces domaines-là rentrent forcément dans votre champ de compétences à partir du moment où ce sont des structures sanitaires et ou sociales, bien sûr. Oui. C'est vrai que ces 2 stages scindés, ça peut être aussi l'occasion de se tester sur le type de public. Est-ce qu'on peut travailler avec des personnes âgées, du public jeune, on peut aussi tester dans ces 2 domaines-là. Alors concrètement, l'émission, tu nous les as dites un petit peu. Dans tous les cas, ça va porter sur le budget, le logement, l'alimentation, les actions auprès de ces structures. C'est l'analyse de situation de la vie quotidienne dans ces différents domaines. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure, la conception et l'animation d'ateliers collectifs dans ces domaines, toujours de la vie quotidienne. La participation à des actions de prévention aussi ou d'éducation à la vie quotidienne. L'accompagnement individuel dans la formation, dans l'orientation. On peut travailler, par exemple, auprès de jeunes. Je pense aux missions locales, vous voyez, auprès de jeunes qui cherchent leur orientation professionnelle et proposer effectivement des animations autour de cette formation-là pour leur faire découvrir différents métiers, leur montrer un petit peu toutes les options qu'ils peuvent prendre pour s'insérer professionnellement, socialement et dans tous les domaines de leur quotidien. Le milieu carcéral peut être également éligible à ce type de stage, oui. Complètement. En fait, pour le BTS-ESF, la contrainte qu'il y a au niveau du stage, c'est que l'établissement qui accueille l'étudiant est des personnes diplômées soit d'un bac+2 dans le secteur sanitaire et social, au minimum, soit des personnes qui sont diplômées travailleurs sociaux. Et du coup, là, généralement, ça correspond plus à un bac+3, +4, voire des fois même plus que ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, les jeunes enfants, etc. Voilà, exactement. Ça peut être aussi, éducateur de jeunes enfants. Un stage peut aussi se faire en crèche, de façon à participer à l'accompagnement des jeunes enfants. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités d'accompagnement de publics différents et donc de structures vraiment différentes. Et de ce fait, par extension, après le stage, pour l'alternance aussi, ça donne quand même pas mal de terrain. Rechercher, on reviendra tout à l'heure sur les modalités pédagogiques possibles, les types d'insertion dans cette formation. Mais c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de structures sur un secteur donné que vous pouvez vraiment démarcher pour trouver aussi votre contrat.
Oui, il y a beaucoup d'établissements et puis il y a tout le secteur associatif, hein, Croix-Rouge, Secours populaire, Emmaüs, toutes ces structures-là aussi, sur lesquelles, les stagiaires sont bienvenus, puisqu'il y a beaucoup de bénévoles et très peu de salariés sur ces structures-là. Donc effectivement, avoir un étudiant qui va être là pendant 6, 7 semaines pour, accompagner, c'est toujours bienvenu. Donc il y a voilà une richesse quand même de structures qu'on peut contacter. Alors après, il faut quand même préciser que la recherche de stage, c'est pas quelque chose de simple non plus, hein. Oui. Même s'il y a beaucoup de structures dans le secteur sanitaire et social, les établissements ont peu de moyens, sont souvent en sous-effectif aussi. Et parfois, quand on contacte une structure, les professionnels se disent: «Ah, ça va me rajouter une charge de travail, c'est trop compliqué, j'ai déjà pas le temps de faire ce que j'ai à faire». Après, l'objectif, c'est d'essayer de montrer justement la plus-value que vous pouvez représenter. Vous êtes, de la main-d'œuvre gratuite et ça, c'est pas Oui. négligeable. Et puis de la main-d'œuvre, qui n'attend que d'être formée et qui peut être rapidement autonome. Et voilà, et Bien sûr. généralement, en mettant en avant ce côté-là, c'est toujours plus, on Oui, va oui. dire, plus facile de proposer son intégration en stage. Voilà, si vous avez des facilités en informatique, si vous avez déjà gardé des enfants, si vous êtes à l'aise, voilà, en communication, vous avez déjà animé des choses, et cetera. Il faut vraiment effectivement le mettre en avant et ne pas simplement dire: «Voilà, je recherche un stage pour, justement approfondir mes connaissances». Pensez toujours que vous devez toujours dire, soit alternance ou stage, vous, ce que vous allez d'ores et déjà être capable d'amener à Mmh. l'entreprise. Est-ce que nous avions des questions, sinon Hélène, sur les parties que l'on vient de voir de stage? Alors, c'était, oui, on m'a demandé par rapport donc à ce fameux projet de deuxième année, Oui. pendant les stages, ce qui était attendu exactement. Alors là, je laisserai la parole tout à l'heure à Magali, mais c'est vrai que ce sont des dossiers professionnels sur lesquels, alors je vais essayer de résumer, mais c'est vraiment Magali l'experte. Donc c'est vrai que au regard d'une analyse de situation, ce que l'on va vous demander en fait, c'est d'avoir une démarche qualité finalement, une démarche réflexive aussi, et de vous dire voilà, je travaille dans une structure où tel service est rendu à l'usager, eh bien j'ai pu dénombrer tel et tel dysfonctionnement ou tel et tel point qui pourrait être amélioré. Donc, quelles sont les solutions que vous proposez? Et on vous demande, voilà, de les mettre en œuvre ou non. C'est-à-dire que ça peut être parfois simplement un projet. C'est vrai que parfois, c'est vrai qu'une amélioration, ça peut passer par un investissement que ne pourra pas forcément faire immédiatement l'association. Donc, même si ça a été, si la proposition de solution que vous avez élaborée n'a pas pu être financée complètement, n'a pas pu voir le jour, ça n'est pas grave. Ce que l'on veut voir, c'est votre technique finalement d'analyse de situation, les outils que vous connaissez, que vous êtes capable de pouvoir mettre en œuvre, et comment vous allez élaborer un petit peu tout cela, parce que c'est vrai que qui dit gestion de projet, ça va supposer un travail de partenariat, ça va supposer une planification, une budgétisation également financière, et d'avoir vraiment bien recensé quels sont les besoins, bien sûr, des usagers. Donc, à travers tout cela, on va plutôt étudier votre posture professionnelle, même si le projet n'est pas complètement abouti. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Et c'est vrai que les situations peuvent être vraiment très variées, hein, voilà, selon la structure dans laquelle vous travaillez. Donc, beaucoup de possibilités. Après, tout cela est toujours travaillé en lien, bien sûr, avec le formateur. En général, que ce soit notre établissement ou un autre, vous avez toujours une personne qui va suivre les stages, qui va suivre le dossier ou qui va suivre votre projet également d'alternance. Et bien souvent, à travers le suivi de stage que l'on fait, nous, auprès des professionnels, on s'aperçoit que, notamment au niveau du social, je trouve que les tuteurs de stage sont particulièrement impliqués par rapport à d'autres professions. Alors, je pense que ça tient aussi aux qualités intrinsèques de la profession qui se veut être tournée vers l'autre, dans l'aide, le soutien, etc. Et je remarque, voilà, que les choses sont souvent faites de concert, et voilà, il y a du soutien de la part du tuteur, aussi bien sur les idées, voilà, qui pourraient être mises en avant, que la qualité rédactionnelle. Donc, en général, vous avez aussi un très bon accompagnement sur le terrain. Et souvent, ce sont aussi des personnes qui sont toujours en recherche d'essayer d'améliorer, bien sûr, la démarche qualité, et de faire, d'obtenir, voilà, un niveau de satisfaction ou d'accompagnement qui soit toujours plus important. Bon, je ne sais pas si Magali va arriver à se reconnecter. Alors, on m'a signalé qu'elle avait une petite coupure d'électricité, qu'elle était en train de redémarrer son D'accord. ordinateur. Voilà, Ok. donc elle arrive dans un instant.
Pas de souci. Alors, on a vu, par rapport aux structures de stage, donc on a vu concernant les stages pour le BTS ESF, pour le BTS SP3S, donc c'est vrai que Magali nous disait que le champ était un petit peu plus restreint parce que c'est vrai que ça porte davantage sur l'organisation, le côté administratif. En revanche, il existe également un nombre de structures très vastes sur lesquelles vous pouvez bien sûr tabler. Alors, Magali viendra enrichir tout à l'heure, bien sûr, toutes ces connaissances-là, mais il peut s'agir par exemple d'organismes de protection sociale, d'établissements sanitaires et médico-sociaux. C'est vrai que par rapport au BTS ESF, on a tout ce côté sanitaire voilà, qui est en plus en général par rapport au BTS ESF. Les centres d'aide et d'accompagnement, bien sûr, à la personne, les associations et collectivités aussi territoriales qui peuvent aussi, bien sûr, être vos cibles concernant vos recherches, bien sûr, de stage ou d'alternance. On va attendre quelques petits instants parce que ça m'embête un peu de continuer sans Magali. Elle est là, Magali. Ah, je ne la vois pas, moi. Je suis revenue. Ah, super, Magali. Merci beaucoup. Je suis là. Ouais, Voilà. je suis désolée, j'ai eu une coupure d'électricité, donc Pas de problème, ne les t'inquiète aléas pas. de la vidéo. Bon, on nous a interrogé, tu sais, par rapport au dossier, justement. Hein, donc, je me suis permis voilà, de renseigner un petit peu, ou on nous demandait un petit peu qu'est-ce qu'on doit présenter parfait. exactement dans ce dossier. Donc, j'ai simplement dit que l'idée était là d'analyser, que le jury puisse voir quelles sont les capacités d'analyse d'une situation, de démarche qualité, de planification, budgétiser également un projet, et que si le projet n'est pas complètement abouti, Exactement. c'est pas ce qui va compter, mais c'est plutôt la démarche et la posture professionnelle dont vous aurez fait preuve et votre capacité à aussi justifier bien sûr vos choix, parce que pour une même situation, il n'y a pas qu'une seule possibilité d'amélioration. Donc nous en étions là, et je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Magali, à ce propos. Non, c'est très clair. C'est effectivement Oui. voilà, la démarche qui est évaluée. C'est les capacités d'analyse de l'étudiant, sa capacité à faire le lien aussi entre les situations professionnelles rencontrées et la formation qu'il a suivie, de se placer en situation de professionnel du secteur déjà. Donc c'est Oui. et puis effectivement, mais la priorité est sur les différentes étapes de cette démarche de projet, que le projet, comme tu l'as dit, soit abouti ou non. Hein. Là n'est pas l'essentiel. Et ce sera vrai aussi pour le BTS SP3S. Hein. On est vraiment sur, voilà, on Oui, attend plus une démarche qu'un on est sur les mêmes résultat. attentes. Tout à fait. Alors, pour le BTS SP3S, tu étais en train de nous citer donc les différents types de structures que j'ai annoncé un petit peu, mais je te laisse compléter, bien évidemment. Enfin, voilà, nous redonner les infos. Oui, donc on est, comme je le disais, plus sur du travail administratif. Donc l'objectif va être de s'orienter vers des structures qui ont des services administratifs, des pôles administratifs qui font du traitement de dossiers. Donc ça peut être tout ce qui est organisme de protection sociale, comme les mutuelles, la sécurité sociale, la caisse d'allocation familiale, les différents organismes de prestations aussi en fonction des publics, la CARSAT pour la retraite. Donc il y a tout un tas d'établissements comme ça qui peuvent être sollicités. Et donc le cœur de métier est là, on va dire, le traitement de dossiers administratifs en vue de l'établissement de prestations. On va avoir aussi, comme pour le BTS ESF, les établissements sanitaires et médico-sociaux qui peuvent faire lieu de secteur de stage. Donc ça, c'est hôpital, clinique, etc. Oui, c'est ça. hôpital, clinique, tous ces établissements-là. Mais du coup, c'est pas au contact, on va dire, des malades, des personnes hospitalisées ou des personnes prises en charge. C'est vraiment, encore une fois, le pôle administratif. Ça n'empêche pas de passer quelques petites matinées auprès des personnes, des usagers, mais la majeure partie du temps doit se faire pour que ça entre dans les attendus de votre formation sur le secteur administratif. Et les compétences mises en œuvre sont aussi plus importantes qu'une assistante médicale, avec une secrétaire médicale. C'est voilà, davantage de responsabilités, d'opportunités aussi. Et puis, il y a vraiment un accompagnement qui est fait aussi en fonction de la situation de la personne, en fonction du besoin détecté, vers quel type de partenaire, d'établissement, de structure on peut l'orienter pour son dossier. Donc, il y a quand même
à avoir toute une connaissance assez fine des structures sociales, des besoins des publics, des prestations qui peuvent leur être proposées en fonction de leur situation. Donc ça demande beaucoup de connaissances qui dépassent effectivement le cadre du secrétariat où on est Mhm. sur, plus, le traitement de dossiers au sens strict, sans forcément maîtriser toujours, les informations qui peuplent, le dossier en question. Il y a aussi un autre secteur pour les SP3S qui est très porteur, c'est le secteur, des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Oui, qui Donc se tout ce développe qui de est plus en plus, oui. Ouais. oui, tout ce qui est prestations à domicile, soit, de prise en charge de personnes âgées qui entrent en état de dépendance, mais qui veulent être maintenues à domicile, soit de garde d'enfants, soit de prise en charge de personnes en situation de handicap. Et donc là, l'objectif du technicien SP3S, c'est pas d'aller à domicile s'occuper des gens, c'est vraiment, encore une fois, le côté administratif. Donc, détecter, par le biais, d'outils, d'investigation les besoins de la personne, pouvoir lui proposer le meilleur intervenant possible, mettre en place les prestations nécessaires, le nombre d'heures par semaine, Mhm. le nombre de fois dans la semaine où, l'intervenant va venir aussi, d'assurer le suivi des prestations, la satisfaction, et de l'intervenant et de l'usager, et puis de traiter, tout le côté administratif du dossier avec l'établissement des factures, le paiement, et toutes ces choses-là, les plannings aussi à faire pour les différents Mhm. intervenants. Et donc là, on a un poste de responsable de secteur sur ces structures-là et le débouché parfait, hein, pour le SP3S. Et souvent, les étudiants qui font leur stage dans ces structures-là, sont, on va dire, sont intégrés aux côtés du responsable de secteur pour vraiment voir toutes les missions, qui sont en lien avec leur formation. Oui, parce que là, il est aussi question, en plus du travail quotidien, de promouvoir aussi certainement ces centres-là, de participer aussi à leur développement. Oui, Oui. complètement. Et Mhm. il va y avoir tout un côté aussi, prospection client sur ces, services, d'aide à domicile puisque on est, plus sur des, on va dire des structures à but lucratif là, que Oui, sur des structures à caractère social, mais on fait de l'accompagnement social. Donc il y a quand effectivement même. tout Oui, il y le a les deux. côté Oui. prospection, fidélisation de la clientèle, qui entre en compte en plus de ce qui peut être fait dans des structures purement sociales. Et après, dernier type de structure, comme pour le BTS-ESF, là, on est, sur les collectivités territoriales, hein, centre communal d'action sociale, conseil départemental, conseil régional. Donc, où là, on a aussi, des bureaux qui sont en charge de traitement de dossiers, d'établissement de prestations, toutes ces choses-là. Donc, le technicien SP3S peut parfaitement trouver sa place dans ces structures-là, dans ce type de bureau. Très bien. Là, au niveau des exemples de missions, Magali, qu'est-ce qui est... Alors, on a vu l'accueil, bien sûr, la gestion, l'instruction des dossiers. Voilà, la coordination aussi avec les différents partenaires, puisqu'une fois que Mhm. le dossier est établi, il y a aussi, la transmission, on va dire, du dossier et l'accompagnement de l'usager, vers la nouvelle structure. Il y a aussi, tout ce qui est, prise en charge et coordination, en interne des équipes, de Oui. l'établissement. Je pense notamment aux responsables de secteur, dans les services à la personne, puisqu'il a, toutes les équipes d'intervenants à gérer. Il y a aussi, tout ce qui est participation à des projets, hein, des projets de service, des projets de démarche qualité, l'amélioration du service rendu, le suivi Mhm. administratif du parcours des usagers. Donc la palette est assez large là aussi, même si vous l'aurez compris, elle reste très tournée vers le secteur administratif. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir quand même ce goût-là au démarrage. Et peut-être tout à l'heure, on fera un petit topo, justement, quel profil pour le SF par rapport à ce qu'on aime faire ou quel profil Mmh. pour l'SP3S. Alors, est-ce qu'on a des questions par rapport au stage, Hélène, dis-moi? Non, pas pour le moment. D'accord, très bien. Alors, on a bien vu tous les débouchés, déjà un petit peu toutes les possibilités. Alors, peut-être parfois ce que connaissent un peu moins bien les étudiants, ils nous questionnent, quels sont un petit peu les titres, voilà, les annonces, les offres d'emploi, c'est quoi? C'est des techniciens en économie, des conseillers, voilà, qu'est-ce que ça peut recouvrir? Donc, pour ce BTS-ES7, d'abord en premier au niveau des débouchés professionnels, Oui. Magali.
Donc, à l'issue du BTS, effectivement, on est technicien en économie sociale et familiale. Donc, il peut y avoir des postes avec cet intitulé-là, puisque les D'accord. missions dévolues sont tout à fait faisables post-BTS. Et on a d'ailleurs beaucoup d'étudiants qui, à l'issue du BTS, s'orientent professionnellement tout de suite, sans forcément passer par une troisième année. Donc, c'est tout à fait faisable. On a Là, on est aussi déjà des reconnu comme titres travailleur comme... social. On est déjà un travailleur Alors, social non, quand on a le non, non, avec le BTS on n'est ESF. pas un travailleur social, on est un D'accord. technicien à ce stade-là. Technicien. On devient un D'accord. travailleur social quand on valide sa troisième année, le diplôme d'État, D'accord. en fait, en Ok. économie sociale familiale. Mais Voilà, on pourra en déjà avec reparler le tout à l'heure, BTS, hein, des poursuites d'études, on vous en reparlera tout à l'heure. oui. Et déjà, parfois avec le BTS, en fonction des besoins de la structure, on peut avoir des postes assimilés travailleur social, mais on n'en a pas les Oui. qualifications. On D'accord. peut être aussi conseiller en vie quotidienne dans d'autres structures, animateur, donc animateur prévention, animateur santé, animateur consommation en fonction Oui. voilà, du secteur vers lequel on va être orienté. On peut être aussi chargé de mission dans le champ social, dans le logement. Donc voilà, il y a des terminologies assez différentes qui peuvent parfois regrouper certains postes. Mais globalement, voilà, à l'issue, on est technicien. Donc on a une expertise technique qui nous permet d'intervenir dans le champ sanitaire et ou social sur pas mal de postes déjà pour un début de carrière, sachant après qu'il y a parfois des évolutions qui se font en interne. Il y a aussi régulièrement, j'ai encore eu une étudiante au téléphone à midi qui, à l'issue de son stage, la structure qui l'a accueillie lui a dit si tu as ton BTS, on t'embauche à l'issue de ta formation. Donc voilà, il peut y avoir des opportunités aussi comme ça qui se dégagent un peu par hasard. Et sans qu'on ait à faire de recherche après à l'issue de sa formation. Ça, c'est bien. Et alors après, pour le BTS SP3, le BTS SP3S, alors les types de postes. Oui, donc là, on est pareil, on est technicien, mais en services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux. Donc là, on peut prétendre à des postes qui vont être centrés sur l'accueil, la gestion, la coordination. On va apprendre on va par exemple être chargé d'accueil, chargé d'accompagnement des usagers. Donc ça peut être à la caisse d'allocation familiale, à la sécurité sociale aussi. Chez France Travail aussi, on peut intervenir. On peut devenir aussi gestionnaire de dossiers prestations. Donc ça sera plus sur les mutuelles ou sur tout ce qui est caisse de retraite et ce genre de structure. On peut devenir aussi assistant médico-social, coordinateur de service et comme je vous disais, essentiellement responsable de secteur. Parce que là, c'est quand même la voie royale, on va dire, à l'issue du BTS SP3S. Et c'est d'ailleurs bien souvent pour ce type de débouché que les étudiants s'inscrivent sur ce BTS-là parce qu'ils ont pour projet de travailler dans les services à domicile à l'issue. Très bien. C'était très clair, Magali. Merci beaucoup. Alors, pour les débouchés, Hélène, des interrogations de la part des personnes qui sont avec nous ce soir? Oui, j'ai le cas d'une étudiante qui voudrait devenir conseillère pénitentiaire et qui se demandait quel BTS était le plus adapté. Alors, plutôt le BTS ESF pour ce type de parcours, puisque ces missions seront dans le conseil et dans le conseil individuel et aussi collectif. Donc, ça sera vraiment un accompagnement au quotidien des détenus. Donc, on est plus effectivement sur un BTS ESF sur lequel elle aura davantage, on va dire, d'expérience et d'expertise pour ces accompagnements. D'accord. C'est bien. Merci beaucoup, Magali. Alors, c'est vrai que le BTS, l'avantage d'un BTS, c'est que c'est un brevet de technicien supérieur qui permet donc une insertion très rapide quand même sur le milieu professionnel, on l'a vu. Hein, et puis, un exemple en plus tout frais d'un étudiant qui était en stage et qui soit proposé un poste, c'est assez régulier aussi à l'issue d'une alternance. Et alors après, c'est vrai que les poursuites d'études, pour autant, ne sont pas rares non plus, Magali. Beaucoup poursuivent après un BTS ESF, SP3S. Quelles sont les possibilités, l'université, des DE, des diplômes d'État, Bac+3?
Alors, pour le BTS ESF, on est essentiellement sur le DECESF, le diplôme d'état de conseiller en économie sociale familiale, qui est la poursuite logique en fait du BTS et qui surtout va permettre aux diplômés de prétendre à des postes à responsabilité, ce que le BTS, avec son statut de technicienne, ne permet pas forcément. Donc là, ça ouvre quand même beaucoup plus de possibilités professionnelles et de possibilités d'évolution professionnelle. C'est en une année seulement, ce diplôme-là. C'est seulement en une année. C'est une 3e année. Oui. C'est ça, où le côté, on va dire, stage et immersion professionnelle va être beaucoup plus prononcé et où il va y avoir une spécialisation et une précision des domaines abordés au moment du BTS. Après, on peut aussi s'orienter, après le BTS ESF, vers des licences professionnelles. Il y a énormément de licences professionnelles qui se développent dans le champ social, dans le champ sanitaire aussi. Donc, licence intervention sociale, licence animation sociale, voilà, elles ont toutes des noms en lien avec les postes vers lesquels on veut s'orienter par la suite. Oui. Voilà, il y a même une licence professionnelle responsable de structure, responsable d'établissement. On peut s'orienter vers le secteur des ressources humaines aussi si on le souhaite. Alors c'est moins évident pour le SF, mais parfois avoir des compétences auprès du public et des compétences plus administratives, ça permet on va dire, de se positionner sur des postes plus intéressants aussi pour le diplômé. Ou de management, pour apprendre à manager une équipe, à faire un petit peu de gestion de personnel. C'est vrai que ça peut être très intéressant complètement. Lorsqu'on est responsable d'une structure. Donc, pour le BTS SP3S, des licences aussi, on a essentiellement des licences professionnelles, toujours pareil dans les domaines sanitaires, social, gestion des services, coordination. Là, en licence, après le BTS SP3S, j'ai pas mal d'étudiants qui partent en ressources humaines parce que comme leur objectif, c'est d'être responsable de secteur, responsable de structure, ils cherchent à développer leurs compétences, justement en management de la structure. Et vu qu'on est sur des postes plus administratifs, c'est quelque part une façon de compléter logiquement son cursus. Mais après, il y a aussi toutes les licences professionnelles du secteur social et sanitaire qui fonctionnent. Tout dépend du public auprès de qui on veut travailler, du type d'établissement qu'on veut intégrer. Voilà. Après, c'est une réflexion qui se fait généralement dès le BTS parce que c'est licence professionnelle ou licence tout court. Il faut les trouver, il faut voir un petit peu quelles sont les conditions d'admission. Elles ne sont pas forcément toujours près du domicile des étudiants. Donc voilà, il y a toute une réflexion qui se fait aussi sur la poursuite d'études. Et en lien, bien sûr, avec les objectifs professionnels et parfois des objectifs professionnels qui se découvrent pendant les stages. Donc, c'est, on va dire, 2 ans pendant lesquels il y a une réflexion permanente et une évolution aussi des envies, des besoins, des pistes à explorer. Très bien. Merci beaucoup, Magali. C'était très clair. Alors, j'espère que cette comparaison du BTS ES7 et SP3S vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair, d'arriver à vous projeter plus concrètement dans un rôle professionnel plutôt que dans un autre. Et puisque là, en termes de niveau scolaire, on n'en a pas encore parlé. Là, on va parler un petit peu des conditions d'admission pour ce BTS. Mais en tout cas, tout dépend, en tout cas, c'est vrai, du type de public avec lequel vous avez envie de travailler, bien sûr, et de la posture, à quel endroit vous souhaitez, plutôt intervenir auprès des gens directement ou alors plutôt être sur les aspects organisationnels. En tout cas, c'est vrai que sur ce champ du social et de la santé, il y a beaucoup de postes à pourvoir, en tout cas. Oui. Et concrètement, la question qu'il faut se poser quand on hésite entre les deux, c'est si je veux du contact humain et je veux faire de l'accompagnement direct, c'est BTS ESF. Si j'aime le côté administratif, traitement des dossiers, c'est SP3S. Il n'y a pas d'autres questions à se poser et ça permet comme ça de pouvoir choisir le bon BTS. Après, on a parfois des étudiants qui font les 2 BTS aussi, l'un après l'autre. J'en ai là cette année. Des étudiants qui étaient en BTS ESF l'année dernière, qui l'ont validé, qui cette année font le BTS SP3S. Donc ça existe aussi. Après, c'est vrai que ça fait des excellentes bases, en tout cas, pour passer de là. Le BTS, après, est plus facile à obtenir. Alors, dans tous les cas, c'est vrai que quel que soit le BTS que vous choisissez,
les conditions d'accès vont toujours être un petit peu les mêmes. On a, voilà, c'est un niveau de bac+2, donc ça est ouvert à un très large public, puisque quel que soit votre baccalauréat d'origine, on l'a vu, il n'y a pas de compétences, enfin de connaissances ou du moins d'acquis solides à avoir dans un domaine scientifique, voilà, ou administratif ou juridique ou autre. Voilà, tout va s'acquérir tout au long de la formation de ce BTS. Donc, quel que soit le baccalauréat que vous ayez, vous pouvez toutes et tous postuler sur un de ces BTS-là. Et au-delà du baccalauréat, pour ceux qui auraient des diplômes qui sont équivalents au baccalauréat, je pense à certains titres pro ou des métiers où on revoit beaucoup aussi, Magali, de reconversion, d'aide-soignante, Oui, qui vont énormément. passer voilà, un BTS SP3S ou ESF. Donc, c'est également possible, pourvu que vous ayez validé un diplôme qui soit équivalent au baccalauréat, vous pouvez tous et toutes entrer sur cette formation-là. Alors bien sûr, on va y retrouver souvent des BTS ST2S, certains aussi baccalauréats, bien sûr, pro, mais voilà, pas que, évidemment. Bon, au niveau des publics qui peuvent être accueillis, alors ça peut être, c'est vrai, des plus jeunes qui sortent justement de terminale, ça peut être des personnes qui ont fait une incursion dans le domaine universitaire, enfin dans un parcours universitaire, qui ne s'y sont pas retrouvés par manque, souvent c'est vrai, de concret ou d'adaptation voilà, à ce système, et qui vont voilà, vouloir réintégrer plutôt une formation qui soit diplômante et professionnalisante sur ce secteur santé ou social, ou enfin, ça peut être des totales reconversions, des personnes voilà, qui ont déjà un vrai parcours professionnel et qui souhaitent le réorienter d'une autre manière. Donc, dans tous les cas, voilà, il existe un type de formation voilà, qui peut vous convenir, puisque cette formation est dispensée aussi bien en formation en initiale, donc c'est-à-dire soit en école, soit en enseignement à distance, c'est possible aussi, et dans un parcours, dans une continuité après un bac. Ça peut être de la formation continue pour ceux qui se réorientent. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais il y a également les possibilités d'alternance sur chacun de ces secteurs. Oui. Et c'est vrai que c'est un secteur qui recrute quand même pas mal, je pense, Magali, concernant l'alternance. L'alternance se développe là, oui, depuis ces 2 dernières années. Oui. Il y avait très, très peu d'alternance il y a 7 ou 8 ans en arrière. Je me souviens quand j'avais des étudiants présentiels qui voulaient faire en alternance, ils ne trouvaient jamais. Et donc, ils se retrouvaient à l'initiative en école. Et là, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'étudiants en alternance sur des postes vraiment variés. Et après, c'est une vraie expérience professionnelle, un vrai plus. Moi, c'est ce que je leur dis souvent parce qu'ils me disent, mais en alternance, j'ai beaucoup de travail, j'arrive pas à travailler la formation correctement. Mais il y a tellement d'acquis professionnels en parallèle que finalement, il y a certains cours de la formation qu'on peut se permettre presque de survoler parce que ils reprennent théoriquement ce qu'on vit au quotidien tous les jours. Donc c'est vrai que sur ce type de BTS, l'alternance, ça donne une vraie expérience, une vraie expertise. Il n'y a rien de mieux que d'être au quotidien avec les gens qu'on va accompagner, finalement, pour comprendre un petit peu tous les besoins qu'elles peuvent avoir, tout ce qu'on peut nous leur proposer et comment mener les accompagnements qu'on a à mener. Donc d'autant que les épreuves après à l'examen sont toutes des études de cas, donc finalement des situations que bien souvent l'apprenant aura rencontrées au cours de ces 2 années, ou du moins approximativement. Exactement. Oui. C'est bien, donc on a eu ce parcours initial, continue, alternance. Alors, c'est vrai qu'on a parfois, vous pourrez regarder sur nos sites, on fait également assez régulièrement des interventions concernant plus purement l'alternance, que nous n'aurons pas le temps de développer davantage ce soir. Mais la plupart des écoles aussi vous accompagnent aussi parfois sur vos recherches d'alternance à travers la construction de vos CV, de lettres de motivation. Dans tous les cas, c'est vrai que le parcours pour intégrer une formation, que ce soit en ESF ou SP3S, il y aura toujours une petite phase d'entretien de motivation où souvent le conseiller en formation va essayer de refaire un petit point avec vous, ESF ou SP3S. On va étudier donc votre motivation, vos capacités bien sûr à vous impliquer dans ce type de formation, puisque ça va nécessiter quand même certaines qualités, je dirais, humaines, en plus d'un niveau de compréhension qui soit suffisant pour valider bien sûr un bac+2. Et enfin, on regarde aussi quand même la validité, votre diplôme aussi, qui fait partie des prérequis, donc c'est-à-dire un niveau de baccalauréat. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose, Magali, sur cette cette manière d'entrer sur ce BTS? Alors après, c'est vrai qu'il y a Parcoursup, je ne l'ai pas évoqué, mais vous pouvez aussi bien sûr postuler sur Parcoursup pour tous les établissements
public. En revanche, sur les établissements privés tels que le nôtre, là, vous pouvez candidater directement auprès des écoles, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions, Hélène, par rapport à l'admission, à la procédure d'admission, ou ce que nous venons d'évoquer sur les modalités? Non, il n'y a plus de questions. Non, très bien. Bon, mais écoutez, voilà, j'espère que voilà, cette table ronde vous aura permis, voilà, comme je le disais tout à l'heure, d'y voir un petit peu plus clair, d'avancer un petit peu sur votre projet, je l'espère, que vous soyez centré plutôt sur un public ou sur un autre, sur un type de structure, voilà, sanitaire ou sociale. Dans tous les cas, bien, nos équipes restent aussi bien sûr à votre disposition pour vous accompagner, voilà, dans votre réflexion, vous aider à choisir la modalité de formation qui vous conviendra le mieux, et puis répondre peut-être à des questions d'ordre un petit peu plus individuel ou personnel. On n'a pas évoqué la question des financements pour les écoles privées, mais là, il convient de contacter chacune des écoles privées pour voir un petit peu quelles sont les modalités, voilà, qu'ils proposent. Bien sûr, je vous invite à participer aux journées portes ouvertes des établissements. Nous en proposons également en enseignement à distance, d'assister à des réunions aussi d'information, contacter aussi des professionnels, là, de manière à pouvoir bien sûr avoir tous les renseignements qui vous permettront de mener à bien votre réflexion, voilà, pour élaborer votre projet. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Magali, merci encore beaucoup pour ta précieuse participation et ton expertise. Et Avec merci plaisir. beaucoup à Hélène. Je laisse le mot de la fin à Magali. Oui, ben, je dirais que le secteur sanitaire et social, c'est un secteur qui est en pleine expansion. Malheureusement, à l'heure actuelle, les fragilités dans la société sont de plus en plus présentes, de plus en plus importantes, et il y a de plus en plus besoin de professionnels qui soient en mesure d'accompagner, de prendre en charge les personnes qui se retrouvent dans la difficulté. Donc, c'est vrai que si vous hésitez en vous disant, mais est-ce que je vais vraiment trouver du travail, etc. Alors, malheureusement, j'ai envie de vous dire, oui, vous allez trouver du travail parce qu'il y a un vrai besoin de professionnels formés, capables de prendre en charge la population française dans ses besoins, que ce soit des besoins du quotidien ou des besoins d'accompagnement sanitaire, social. Donc oui, c'est un secteur qui est en pleine expansion depuis quelques années maintenant. Merci beaucoup Magali, à très bientôt. On se retrouve À rapidement. bientôt. Merci, merci beaucoup Hélène. Au revoir. Au revoir.